Voilà, je propose qu'on commence. Donc, bienvenue à tout le monde. Nous sommes ici pour, je vais faire en même temps mon petit partage d'écran, euh, tenir notre premier webinaire général consacré au PIE, au plan d'investissement exceptionnel. Et donc, le propos ici, c'est de vous donner une information qui ne va pas descendre de manière trop précise dans les considérations techniques. Pour ça, il y aura un webinaire la semaine prochaine, plutôt destiné aux architectes, mais on va aborder avec vous une série de points. Donc, je vais vous les faire défiler ici à l'instant. Donc, vous aurez un petit rappel en guise d'introduction de, on va dire, du grand périmètre du plan d'investissement exceptionnel, mais on ne va pas faire un bis repetita par rapport aux séances de sensibilisation. Puis, M. Losange, qui est architecte au SJISS, viendra présenter comment, à partir de situations concrètes, on peut monter un projet dans le cadre du PIE. Puis nous allons faire deux focus, un focus sur les enjeux financiers et un focus sur les aspects liés au marché public. Après, viendra le temps des questions-réponses. Le principe, c'est que je vous invite à poser les questions dans le chat et on va collecter au fur et à mesure les questions qui ont un caractère le plus générique possible pour pouvoir tenter d'y répondre en séance. Les autres, évidemment, seront traités dans le cadre d'une fac qui sera mise à disposition dans Extranet et également dans le support Teams destiné aux architectes. Et ensuite, avant de se quitter, je ferai une petite présentation de nos services d'accompagnement en première ligne et en deuxième ligne, ainsi que de nos supports électroniques pour vous aider à confectionner ce fameux PIE. Quelques petits principes pour bien fonctionner ensemble, c'est que j'ai coupé les micros des personnes que j'ai admises par groupe en début de réunion. Si d'aventure d'autres viennent d'être admises et n'ont pas encore leur micro coupé, je leur demanderai de bien vouloir le faire. Les questions sont posées dans le chat. Il y a une centaine de personnes dans l'assistance, donc on ne peut pas procéder par main levée, vous comprenez pourquoi. Le webinaire est enregistré, il sera à disposition dans l'extranet, mais aussi via YouTube pour les architectes. Et je vous demanderai aussi, à des fins d'information et pour préparer l'accompagnement, de bien vouloir écrire le nom de l'école que vous représentez dans le chat. Ceci étant précisé, eh bien, je vous fais un petit rappel des différents appels à projets qui sont prévus dans le cadre du PIE pour vous dire que, si vous ne le savez pas déjà, le premier appel a déjà été lancé le 5 juin et il va courir jusqu'au 20 octobre au plus tard. C'est le premier appel, il est destiné à tous les bénéficiaires, sauf l'enseignement supérieur hors université, pour une enveloppe de 300 millions d'euros. Un deuxième appel concernera, lui, exclusivement l'enseignement supérieur hors université et la promotion sociale. Il va courir d'octobre à décembre 2023 pour 200 millions d'euros. Et puis, il y a d'autres appels qui s'affichent devant vous. Le propos ici, c'est de dire, si vous êtes bénéficiaire du PIE, que ce soit dans le cadre du premier ou du deuxième appel, mettez-vous au travail dès maintenant. Et donc, pourquoi? Parce que il y a une opportunité à ne pas tarder à rentrer dans les dossiers de candidature. Le niveau de complexité de la confection d'un dossier de candidature au PIE ne correspond pas à ce qui était le cas dans le cadre du PRR et donc, par conséquent, vous pouvez vous y mettre sans problème, même si vous n'avez pas déjà avancé dans un avant-projet ou un projet. Je pense que M. Losange reviendra sur cet aspect des choses. Donc,
Voilà pour les appels à projets. Pour ce qui est de la ligne du temps, je viens d'en parler, c'est un petit peu différent dans le cadre du PIE par rapport à ce que vous connaissez dans les fonds structurels et dans le cadre du PRR. Ici, il y a 4 étapes, puisqu'il y a un stade de candidature qui est prévu pour obtenir un accord d'éligibilité. Et ensuite seulement, on va passer à l'accord de principe, l'accord ferme et à la liquidation des subventions au stade du projet, du marché attribué et de la liquidation. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va vraiment mettre le focus sur le stade de la candidature. Le reste, on vous l'expliquera après. Et d'ailleurs, dans la circulaire qui est bien faite, vous trouverez les informations relatives à ces étapes. Donc ici, on met un petit focus, ou même un focus résolu sur le stade de la candidature, pour rappeler qu'il y a 3 mois pour confectionner le dossier, mais les vacances d'été sont bien sûr neutralisées, ce qui fait que la date ultime est fixée au 20 octobre 2023. Comment faire? Vous aurez un petit descriptif des démarches à accomplir pour confectionner votre dossier de candidature. Je vais masquer le volet vidéo, comme ça vous voyez mieux. Il y a en fait 3 grandes étapes. Il faut réaliser une étude d'opportunité, procéder à l'autoscoring et puis confectionner le dossier de candidature en ligne. Après, ce qu'il faudra, c'est s'informer sur la suite. Dans le cadre de la première étape, réaliser une étude d'opportunité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est identifier ses besoins, mais aussi tenir compte des moyens dont on dispose pour, après coup, réaliser son projet. On se rappelle que la subvention est quand même fixée sur base d'une estimation des travaux et donc il faut qu'elle soit la plus correcte possible. Ensuite, on va se faire aider, donc il va falloir désigner un architecte, peut-être un auditeur énergétique aussi, si on en a la possibilité, pour réaliser un audit énergétique. Pour ça, il faut passer par des marchés de services et puis il faut procéder à une formalisation de ce que l'on imagine en termes d'intervention. Avec ça, on peut passer à l'autoscorage. Et donc là, il y a un outil qui est prévu en annexe de la circulaire pour ce faire. Monsieur Losange va expliquer comment ça fonctionne. On va valoriser l'état du bâtiment. Ça permettrait d'obtenir 50 points au maximum. Et puis après, on peut obtenir des points via 2 autres leviers, soit une priorisation liée à des sinistres liés aux inondations de 2021 si on est concerné par les situations de sinistres graves. Là, ça procure 20 points. Ou alors, on peut aussi obtenir 5 à 10 points via le dépôt d'un audit énergétique. Quand on a autoscoré son projet, eh bien, on passe à la confection du dossier de candidature. En gros, il faut s'engager à une série de choses et puis déposer, ce qui va permettre la vérification des critères de priorisation et soumettre le dossier. Alors, pour faire tout ça, il y a des accompagnateurs de PO qui se trouvent en première ligne, on va dire dans l'écosystème des pouvoirs organisateurs pour les aider dans cette démarche, les aider à comprendre ce qu'il faut faire ou les aider à réaliser certaines démarches. Il y a aussi toute une série d'outils qui sont disposés dans l'extranet. Il y a des supports d'information, dont ce webinaire, mais d'autres également à venir. Il y aura donc le webinaire technique pour les architectes et puis un webinaire plus spécifiquement consacré à l'encodage dans la plateforme électronique. Et puis, vous avez évidemment les services de deuxième ligne, qui sont des services de conseil comme la cellule marché public, pour ce qui relève évidemment de tous ces marchés de services, et le département des infrastructures pour le volet technique infrastructurel lié à la confection du dossier de candidature. Voilà, donc vous aurez ce document sous forme d'affiche dans l'extranet. Maintenant, je pense en avoir assez dit pour, entre guillemets, chauffer la salle. C'est Monsieur Losange qui va prendre le relais pour nous expliquer, Monsieur Losange, comment faire un bon dossier de candidature. Je vous propose de partager votre écran et de nous expliquer ça à partir de situations concrètes.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation, donc au nom du SGISS, de ma direction, parce que je pense effectivement que c'est intéressant de pouvoir échanger ensemble et de travailler main dans la main, parce que vous l'aurez compris, ce plan d'investissement exceptionnel va mobiliser beaucoup de PO, beaucoup de candidatures, et on a tout intérêt à les présenter le mieux possible, sachant que nos services et nos services régionaux en particulier vont analyser ces candidatures et proposer des subventions au gouvernement pour tous les lauréats. Donc ça, c'est un premier point. On trouve ça très intéressant. Nous, d'ailleurs, on a quelques collègues qui se sont connectés aussi pour avoir l'état des questions, des problématiques qui se posent actuellement et pouvoir ajuster au mieux notre information dans chacune des directions régionales. On est content aussi d'entendre que la circulaire est bien faite. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Ici, ce que je vais vous présenter dans la présentation, dans le PowerPoint de présentation, c'est principalement ce qui concerne l'étape 3 dans la ligne du temps qu'on vient de voir, à savoir la définition de l'objet des travaux et particulièrement la définition du bâtiment qui va être candidat à cet objet. Vous savez tous que on doit déterminer un bâtiment qui sera valorisé dans l'outil technique qui sera présenté mercredi prochain. Donc, ce bâtiment, c'est le nœud, c'est la clé de la candidature et donc c'est hyper important de bien la définir opportunément en fonction des problèmes qui sont constatés dans ce bâtiment et de ce qu'on va en faire grâce au projet. On a choisi de présenter 5 cas de figure type donc d'implantation qu'on peut retrouver ci et là dans le territoire de la fédération. Vous voyez tous le PowerPoint convenablement? OK. Donc, on a imaginé des situations qui présentent en fait des cas particuliers pour chacune. Par exemple, ici, un bâtiment traditionnel A avec un bâtiment annexe B, un petit préau et un bâtiment C. L'exemple est pris ici pour montrer que, en fait, ce qui est contigu, c'est le A et B, et ce qui ne l'est pas, c'est le C. Donc, on n'est pas contigu avec un préau, on est contigu par des bâtiments qui s'accolent pleinement et pour lesquels il y a un échange thermique. Dans ce cas 1, on a déterminé, donc vous retrouvez la petite vignette ici en haut, ce que la candidature pouvait envisager en tant que rénovation. Vous savez que le décret parle en premier lieu de la rénovation d'un bâtiment scolaire ou pas, mais en tous les cas à des fins scolaires. Et donc cette rénovation, elle peut s'envisager, par exemple, dans ce cas-ci, pour le bâtiment A, ou le bâtiment B, ou le bâtiment C. Dans les 3 cas, A ou B ou C, on peut augmenter la surface bâtie, on peut également démolir A ou B ou C, en fonction de celui qu'on aura choisi, pour des raisons d'assainissement. Pour rappel, la rénovation se fait parce qu'il faut rénover le bâtiment. L'assainissement se fait par la démolition d'un bâtiment qui est vétuste, insalubre ou qui doit disparaître du site parce qu'il empêche l'augmentation éventuelle ou parce qu'il est dangereux sur le site. Dans ce cas-là, le bâtiment A encodé dans l'outil de valorisation de l'état du bâtiment sera le bâtiment A ou le B ou le C. Donc, au choix de ce que vous ferez. On a aussi la possibilité de faire A et B. A et B sont contigus et donc on peut imaginer une candidature qui porte sur l'ensemble A et B. Dans ce cas-là, on peut éventuellement démolir le C, on peut éventuellement augmenter la surface et le bâtiment encodé sera A et B. Donc, ce sera l'ensemble de ceci. Troisième cas de figure ici, on pourrait rénover le bâtiment C, l'agrandir éventuellement et démolir A ou B pour des raisons d'assainissement. Dans ce cas, le bâtiment C est à encoder. Dans ce cas 1, une candidature motivée peut être introduite pour démolir et reconstruire le bâtiment A et ou le B ou le C. Donc, dans les mêmes conditions que précédemment, ceci est contigu, donc on peut démolir l'un, l'autre ou les deux. Ceci est séparé, on peut démolir ce bâtiment. Si et seulement si A, B ou C est un bâtiment scolaire. Le bâtiment scolaire, c'est un bâtiment dans lequel une activité pédagogique liée à l'implantation scolaire est
est réalisé de manière pérenne tout au long de l'année. Et donc, il y a des cours qui se donnent. Ce n'est pas uniquement une salle de fête dans laquelle on va faire le spectacle de fin d'année et on n'y fait rien d'autre de toute l'année. Donc, c'est vraiment une activité scolaire pérenne dans ce bâtiment. Si c'est le cas, on pourra considérer que le bâtiment est un bâtiment scolaire. On spécifie qu'en cas de démolition, la rénovation d'un des bâtiments n'est pas autorisée dans cette candidature. Donc, si on décide de démolir C et de le reconstruire, il n'est pas autorisé de rénover A et B. Donc là, on doit vraiment bien choisir, en fonction du cas de figure, ce qu'on peut envisager. Passons à un cas 2, un cas un tout petit peu plus complexe. Donc des bâtiments traditionnels, typiquement un bâtiment A qui est principal, flanqué de 2 annexes B et C, d'une 4e annexe qui vient s'accoler à un bâtiment et d'un autre bâtiment E qui, lui, n'est pas contigu et qui pourrait être une extension tout à fait classique. Dans ce cas, pareil, on peut choisir A, B, C ou D, le rénover, l'augmenter et démolir éventuellement E. Ou choisir D, B, A, démolir C, éventuellement E. Bref, vous avez compris qu'on peut mixer dans tout cet ensemble où on a 4 bâtiments au sens du décret contigus, on peut mixer pour choisir l'un l'autre ensemble. Donc un petit peu la formule qu'on envisage. Il est important de noter ici qu'on se rend compte qu'à partir de ce bâtiment, on va devoir valoriser son état. Et donc les problèmes qui sont éventuellement constatés, des problèmes d'amiante, des problèmes d'infiltration de toiture, des problèmes d'humidité de mur, des problèmes au niveau des châssis, on se rend bien compte qu'au plus on va charger le nombre de bâtiments, au plus ça va être difficile d'exploiter ces données de l'état du bâtiment parce qu'on demande que ces problèmes constatés soient présents sur minimum 50% de la surface. Ce qui veut dire qu'un problème de toiture, par exemple, si on considère une candidature pour A, B, C et D, si on a une infiltration de toiture, elle devrait pouvoir impacter l'ensemble de A, B, C et D en termes de toiture. C'est évidemment beaucoup plus simple d'avoir un problème de toiture dans le bâtiment C et de valoriser uniquement ce bâtiment et donc d'atteindre les 50% sur cette plus petite toiture. Au plus le bâtiment va être complexe, au plus l'état du bâtiment va être difficile à valoriser dans l'outil de valorisation. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a un peu de stratégie dans la manière de candidater. Et ici, vous trouvez en fait toutes les possibilités que le décret vous offre pour déposer la candidature. Mais évidemment, il y a lieu de simuler dans l'outil de valorisation quelle est la possibilité qui potentiellement pourrait vous apporter le plus de points de priorisation. Donc ça, c'est important de le retenir parce que dans un cas comme celui-ci, on sait que les époques sont différentes, on sait que les problèmes seront différents et qu'il sera difficile de les valoriser. Donc pareil, A ou B ou C ou D ou E, A et B et C et D, A et B et C, à chaque fois, vous avez le bâtiment à encoder qui se marque ici. Ce document sera disponible sur le site web du SGISS, en principe fin de mois, accompagné d'une foire aux questions. On attend en fait de faire tous les webinaires pour récolter un maximum de questions et proposer une fac qui est exhaustive. Dans cette formule, on a aussi A et B, A et B et D, A et B, A et C, à chaque fois, avec la possibilité d'augmenter la surface et de démolir pour des raisons d'assainissement ceux qui ne sont pas concernés par la candidature. À nouveau, dans le cas 2, une candidature motivée peut être introduite pour démolir et reconstruire A et ou B, et ou C, et ou D, ou le E, qui lui est séparé parce que c'est un bâtiment non contigu. Dans un cas plus complexe comme celui-ci, le point d'attention qu'on a mis ici est d'autant plus important parce que si on démolit un de ces bâtiments, ça veut dire qu'on ne peut rénover aucun autre. Donc, à partir de la rénovation, on peut démolir des bâtiments qui seraient vétustes ou insalubres. Si on rentre dans la candidature à partir d'une démolition-reconstruction, on n'a pas de possibilité de rénover les bâtiments contigus. Donc ça, c'est une notion assez importante.
Un autre petit point important qu'on a souligné en gras ici, c'est que la candidature doit être motivée. Donc, la raison de la démolition doit se justifier par un fait pédagogique, technique ou financier. Et donc, il faut pouvoir démontrer que ce bâtiment n'est pas rénovable, ou en tout cas n'est pas rénovable raisonnablement. Un cas 3 ici qui envisage une typologie de bâtiment constituée d'ailes accrochées l'une à l'autre. On détermine assez clairement ABC qui sont contiguës et D qui ne l'est pas. On a donc la possibilité de rénover chacune des ailes séparément, AB ou C, AB ou BC, ou le petit d séparé. Cet exemple est montré pour signifier qu'une aile s'envisage dans son entièreté. Il n'est pas possible de découper, par exemple, cette partie-ci de celle-ci. Donc, la jonction ne va pas permettre de pouvoir découper une aile en deux parties. Elle pourrait le devenir si l'affectation n'était pas la même. Et donc, imaginons ce bâtiment où la partie arrière de l'aile A est affectée, prenons un mouvement de jeunesse, et que la partie avant est affectée au scolaire de manière pérenne et que le scolaire ne touche jamais le A, on pourrait imaginer dans ce cas-là de scinder. Donc, ce serait l'affectation qui ferait que le bâtiment peut être découpé. Mais si tout est scolaire, il faut envisager l'ensemble par barre entière. Donc, vous avez également toutes les compositions A ou B ou C ou D, A et B, C, A et B, avec les possibilités de démolition pour raison d'assainissement et les augmentations de surface possibles. L'augmentation de surface, ça a déjà été dit dans répondu à certaines questions, mais l'augmentation de surface peut se faire en accolement au bâtiment qui est candidat, mais peut également se faire de manière isolée et donc distincte. Donc, on n'a pas d'obligation de s'accoler au bâtiment. Par contre, on a l'obligation de rester sur l'implantation scolaire qui fait l'objet de la candidature. C'est le bâtiment D qui lui est isolé, s'envisage isolément, mais pourrait permettre la démolition de A et B et C si A et B et C étaient jugés vétustes ou insalubres ou en tout cas impossibles à rénover. Donc le même petit point d'attention. Si on passe au cas A, qui est un cas beaucoup plus simple, mais qui a la particularité d'être réuni par un mur d'enceinte. En fait, le cas est là pour se dire un bâtiment est contigu thermiquement et donc quand il est accolé, dans ce cas-ci, le mur d'enceinte n'assure pas la contiguïté. Donc les bâtiments A et B vont s'envisager séparément. Donc on pourra rénover A ou B avec augmentation de surface, avec démolition éventuelle de A et B. Le bâtiment encodé sera A ou B. On pourra faire A séparément, B séparément. On pourra éventuellement faire A avec la démolition de B, étendre ou reconstruire un bâtiment à la place de B. C'est possible, ou l'inverse évidemment. On pourra aussi démolir A ou B. Dans ce cas-là, on devra choisir l'un ou l'autre pour rentrer la candidature. Donc démolir A dans la candidature pour le reconstruire et démolir B pour une raison d'assainissement, ce qui permet de démolir l'entièreté de l'implantation et reconstruire une nouvelle implantation en faisant table rase de ce qui existait. Un dernier petit cas qui représente des bâtiments de type module préfabriqué. On sait qu'il en reste encore un paquet. C'est un cas un peu particulier parce que chaque unité de module se considère isolément. Et on précise ici que dans le schéma, il est considéré que tous les bâtiments de type module préfabriqué ont une entrée indépendante. Et donc, ils ne communiquent pas l'un à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-ci, on va pouvoir envisager dans la candidature le bâtiment A, ou le B, ou le C, ou le D, ou le E, ou le F. Évidemment, il va être difficile de démolir, par exemple, le D sans démolir le E. Mais on pourrait, de manière théorique, envisager chacun des modules séparément, mais rien n'empêche d'envisager, tandis qu'ils sont contigus, des bâtiments A plus B plus C, ou A plus B, ou B plus C. Tout ça, en fait, sera
de l'opportunité de la candidature et de savoir est-ce que l'ensemble vous permet d'obtenir davantage de points de priorisation que le cas du bâtiment pris isolément. Donc, ça, c'est vraiment à simuler dans l'outil de valorisation et de voir vraiment quelle est la solution dans votre cas précis qui vous apporte le plus de points de priorisation et qui permet de répondre au mieux aux besoins de l'implantation scolaire. Dans ce cas-ci, donc, on pourrait imaginer avoir un petit bâtiment F qui est un bâtiment traditionnel que l'on va Tu vois, ici, je vois rénover. Non, Un petit bâtiment F que l'on va rénover. On va démolir l'ensemble des modules A, B, C, D et E. Je profite de l'occasion pour dire que vous avez vu dans le décret que la démolition d'un bâtiment de type module préfabriqué peut correspondre à son évacuation hors du site de l'implantation scolaire. Donc, on n'oblige évidemment pas à démolir, à le mettre en morceaux. Vous pouvez évidemment le faire, mais le fait de l'évacuer hors du site scolaire est assimilé à une démolition pour tout ce qui est module préfabriqué. Et donc, rénover le petit bâtiment F pourrait permettre de démolir et donc d'évacuer pour raison d'assainissement A, B, C, D et E, donc de faire table rase sur tous les modules, et d'agrandir F pour avoir une implantation qui est aux normes. Donc, vous avez à nouveau le déroulé de toutes les formules et la possibilité de démolir l'entièreté, si vous voulez, en prenant un de ces bâtiments à valoriser dans la candidature. Et a priori, dans ce cas-ci, vous pourriez choisir soit le module préfabriqué qui est dans le plus mauvais état, ou le bâtiment traditionnel s'il était dans un état encore plus mauvais que les modules préfabriqués. Mais voilà, la possibilité vous est offerte de choisir quelque part le bâtiment le plus en mauvais état, de le considérer dans la candidature et d'envisager l'assainissement de certaines parties de l'implantation et la reconstruction pour avoir quelque chose de bien opportun. Donc, en conclusion, ce qu'il faut faire attention, c'est on vous incite à avoir un audit énergétique donc c'est pour ça qu'il y a les points de priorisation qui sont là pour vraiment évaluer votre parc et l'implantation scolaire, donc le parc immobilier de cette implantation scolaire, avoir un œil au niveau énergétique sur le bâtiment qui en a le plus besoin. Ensuite, d'essayer de déterminer ce bâtiment qui en a le plus besoin, donc de décomposer votre implantation scolaire en différents bâtiments tels que visés par le décret. Ensuite, de faire la balance entre les besoins énergétiques du bâtiment, l'état sanitaire et technique physique du bâtiment et le besoin pédagogique par rapport à l'implantation. Une fois que vous avez fait le bilan de ces trois données, eh bien, vous allez pouvoir ordonner une priorité en fonction de ces éléments-là sur le bâtiment à choisir pour déposer votre candidature. Une fois que vous avez fait ce travail, il faut simuler dans l'outil de valorisation de l'état du bâtiment. Est-ce que ce bâtiment qui est sorti en premier lieu en tête de classement vous offre en fait le plus de points de priorisation? Et ça, donc c'est le troisième ou le quatrième classement qui va arriver, de vous dire, bon, ben, OK, c'est opportun de déposer cette candidature sur base de ce bâtiment-là, et ensuite d'envisager sa rénovation, éventuellement sa démolition si la rénovation n'est pas possible, et de valoriser un maximum l'état du bâtiment. L'état du bâtiment, dans l'outil de valorisation, vous savez que sont évalués des critères techniques liés aux parois, donc des critères de stabilité, des critères d'humidité, d'infiltration à l'eau, à l'air, d'étanchéité, des critères de parois préfabriquées. Et donc, tout ça, en fait, rentre en ligne de compte, et c'est vraiment ces éléments-là qui seront documentés, et donc, je pense la phase 7 dans la ligne du temps, qui seront documentés pour permettre de démontrer que ce problème affecte minimum 50% de la paroi. On dit bien qu'elle l'affecte minimum 50%, ça veut dire que le problème, on ne se limite pas à la localisation du problème qui est constaté. Un problème de poutre, par exemple, qui se laisse aller, donc un problème de stabilité, la poutre, elle porte plusieurs planchers, elle porte éventuellement des murs, et donc elle va affecter des parois de manière assez large autour du problème constaté. Il en est de même pour des infiltrations, une infiltration en toiture.
elle va affecter 1, 2, 3, 4 locaux. Et donc, en termes de surface, on pourra valoriser les surfaces de manière extensive également. Donc, ça, c'est vraiment important, d'où l'importance de bien choisir son bâtiment, de le choisir de manière opportune par rapport à ses problèmes et par rapport à la possibilité de le valoriser dans l'outil. Le dernier petit point sur lequel on voulait parler, c'est que au-delà de l'état du bâtiment, vous avez vu aussi que dans l'outil de valorisation, on parle de fonctions disponibles sur l'implantation. Donc, ce sont bien des fonctions qui sont disponibles ou pas sur l'implantation scolaire qui est l'objet de la candidature. Donc, le bâtiment appartient à une implantation scolaire et c'est cette implantation scolaire-là qui est considérée. Donc, si l'implantation scolaire n'a pas les fonctions et que le projet va permettre de créer cette fonction, imaginons par exemple un réfectoire. Donc, si l'implantation scolaire n'a pas de réfectoire conforme, suivant la petite balise qu'on a donnée dans l'outil de valorisation, et que le projet va permettre de créer ce réfectoire de manière conforme, il pourra être valorisé. Si vous n'avez pas de réfectoire et que vous n'en créez pas un dans votre candidature, il n'y aura aucun point de priorisation qui seront donnés. Donc ça, c'est vraiment important de bien valoriser tout ça, de bien le documenter. Et voilà. Donc nous, évidemment, j'ai vu quelques accompagnateurs PO, en tout cas ceux qui concernent Liège, vu que Marie-Jonelle est Liège. C'est vraiment, et on l'a déjà fait sur certains dossiers, c'est vraiment de prendre connaissance en fait, des dossiers, de venir aller chercher vos accompagnateurs PO qui ont un relais chez nous, de pouvoir discuter des problèmes, de pouvoir envisager la candidature et être certain que quand vous allez la déposer, elle sera conforme et que l'ensemble des problèmes constatés seront vraiment pris en compte. Donc ça, c'est le message qu'on a à me faire passer ici, c'est vraiment travailler main dans la main, c'est s'assurer en fait que quand nous, on va analyser les candidatures, on n'aura pas de questions ou de besoin de disqualifier tel ou tel critère. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'est rapide. Toute la question technique après de valorisation sera plutôt abordée mercredi prochain, histoire de ne pas vous inonder complètement. Mais voilà, je ne sais pas si c'est suffisant ou si on peut aborder un autre point particulier. Merci, Monsieur Losange. Donc, il y a déjà des questions qui sont posées. Je rappelle qu'il y aura un moment pour faire le classement de ces questions et de vous les renvoyer. Donc, je vais maintenant les noter, continuer à les noter et je vous les soumettrai plus tard. Par contre, je voudrais vous demander une faveur et vous demander une précision. Alors, je vais commencer par la précision. Est-ce que vous pourriez revenir sur la définition de la notion de bâtiment et de partie de bâtiment? Parce qu'on est parfois interpellé sur cette question. Par exemple, est-ce que dans le cadre d'un bâtiment où le rez-de-chaussée n'est pas occupé par un opérateur scolaire, est-ce qu'on peut considérer que les étages supérieurs jusqu'à la toiture constituent le bâtiment? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça renvoie à la notion donc de bâtiment, de partie de bâtiment. Ça, c'est pour la précision. La faveur, c'est est-ce qu'on pourrait avoir quand même les dias que vous avez passés? J'ai bien compris qu'on devait attendre pour avoir la fac, mais il me semble que ce serait plus confortable pour les auditeurs et les auditrices d'avoir quand même les dias pour pouvoir revenir sur tout ce que vous avez commenté, qui était très clair, mais qui demande sans doute que l'on se pose un peu pour bien tout comprendre. Oui, Voilà. tout à fait. Donc, pour répondre à la faveur, on va voir si ce document, en fait, celui-là, il est finalisé. Donc, on n'a pas de doute par rapport à ça. Et donc, on pourrait effectivement anticiper le dépôt. On aurait voulu déposer tout en même temps, mais on pourrait anticiper le dépôt. Il est volontairement exhaustif. Donc, effectivement, c'est tous les cas de figure qui peuvent s'envisager. Donc, enfin, ce n'est pas tous les cas de figure. Donc, ce sont 5 cas qui ont été pris voilà, comme étant des témoins, mais à l'intérieur de ces cas, ce sont toutes les possibilités de déposer une candidature pour des rénovations ou des démolitions et constructions. Donc ça, je vais voir si on peut le déposer sur notre site web et je vous reviendrai avec
avec la question. Par rapport à la partie de bâtiment, ça revient, c'était pas superposé, mais ça revient à ce que j'expliquais avec le cas numéro 4, je pense, où on avait les grandes barres, donc où une partie était affectée à du non scolaire. Mais si on imagine un rez-de-chaussée qui est du non scolaire, mais que l'étage est du scolaire, le bâtiment va se limiter à l'étage. Alors, on va le décomposer comme un bâtiment avec des toitures, avec des murs de l'étage et un sol qui sera sur une ambiance chauffée. Parce que le rez-de-chaussée est une affectation non scolaire, mais qui est chauffée. Et donc, thermiquement, je vais dire, dans l'encodage du bâtiment, on va avoir cette paroi-là qui sera sur une ambiance à l'abri du gel. Et ce sera la PEB qui va déterminer s'il a lieu de l'isoler ou pas. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, et c'est vrai que ça me donne l'occasion de revenir dessus, sur laquelle on a déterminé des pourcentages. Donc, on doit rénover minimum 35% des surfaces de toute cette enveloppe pour pouvoir faire un aménagement de base ou en tout cas isoler les parois. Si on veut faire de la technique, on doit atteindre 65% de surface de ces enveloppes. Et en fait, on a déterminé 65% pour laisser 35% non isolés, notamment dans ce cas-là, parce que le plancher de cet étage qui donne vers le bâtiment non isolé, bâtiment chauffé, excusez-moi, c'est peut-être pas opportun de l'isoler. Alors, acoustiquement peut-être, mais thermiquement peut-être pas. Et donc, ça permet en fait de laisser cette surface-là non isolée, tout en rentrant dans le périmètre du décret sans problème. Donc, les 65% nous permettent en fait de laisser une paroi non isolée dans des cas particuliers tels que celui-là. Donc, merci pour l'exemple parce que ça me permet de revenir sur ce point-là. Donc, ça veut dire que donc on détermine un bâtiment en fonction de sa typologie de toiture, alignement, priorité, donc un bâtiment principal, un bâtiment secondaire, alignement, donc en avant, en arrière. Voilà, tout ça, c'est technique, c'est physique, on le voit. Il y a moyen de déterminer le bâtiment. Une aile qui s'accroche à une autre avec un angle, angle droit ou tout autre angle. Donc, ça permet de le voir, mais on peut aussi déterminer par une affectation autre le fait que le bâtiment va être dissocié. On peut l'avoir aussi, on avait envisagé le cas de deux niveaux d'enseignement. Et donc une partie du supérieur, une partie du fondamental ou du secondaire. Et donc, évidemment, le PO doit envisager la candidature sur le bâtiment pour lequel il est propriétaire, en tout cas pour lequel il a un droit réel. Et donc, si le droit réel n'est pas le même, parce qu'il y a une copropriété, eh bien, on va s'occuper de la partie relative à celle pour laquelle on a un droit réel. Merci beaucoup, Monsieur Losange, pour cette précision. Et donc, j'ai bien compris qu'on aurait incessamment sous peu les DIA avec tous ces schémas. Je vais pour ma part revenir à la présentation parce que on a prévu deux petits focus. Donc, je vais me positionner sur la bonne DIA. Le premier focus concerne les enjeux financiers. Et pour en parler, c'est Anne Mettens qui va prendre la parole. Donc, c'est notre directrice du département de gestion économique et matérielle des écoles au CEGEC. Voilà, Anne, je te donne la parole. Tu n'oublies pas de me faire un petit signe pour que je puisse passer les dias. Parfait, merci Luc. Voilà, donc pour ma part, je vais aborder avec vous les modalités économiques et financières liées au PIE, en commençant par le taux de financement. Le taux de financement applicable dans le cadre de ce programme est un taux d'intervention qui s'élève à 65% du montant de l'investissement. Le solde à charge du PO pourra, lui, émarger à l'emprunt garanti par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que ce taux va pouvoir être majoré par palier de 2%, avec un maximum toutefois qui est fixé à 70%. Cette majoration du taux sera rendue possible dans des situations, dans des cas bien précis, et si le bénéficiaire en fait la demande dans sa candidature. Alors, le premier cas est lié au type d'enseignement. Donc, la majoration s'applique si la subvention bénéficie à un enseignement différencié qui appartient à des classes de catégorie 1, 2 ou 3.
Elle bénéficie également à un enseignement de type qualifiant et encore à un enseignement de type spécialisé. Notez que les 2% peuvent être cumulatifs. L'appartenance à l'un de ces types d'enseignement sera fixée à la date de l'appel à projet. Deuxième cas, qui est lié à la performance énergétique. De nouveau, le candidat pourra bénéficier d'une majoration si, en cas de rénovation, des valeurs minimales en matière d'isolation thermique sont atteintes. Là encore, le respect du coefficient sera vérifié au décompte final. Troisième cas de figure, le candidat pourra solliciter une majoration de 2% s'il s'inscrit dans une collaboration infrastructurelle, soit interréseau, soit interPO. On vise ici le partage d'occupation de locaux et ce partage devra être régi par une convention d'une durée minimale de 3 ans. Dernier cas enfin, de nouveau, le candidat pourra bénéficier d'une majoration de 2% si le projet permet l'aménagement ou la création d'une infrastructure autonome du tronc commun ou du post-tronc commun. Il faudra alors produire une note de mise en œuvre. Alors, je ne vais pas m'étaler plus sur les conditions parce qu'elles sont, je dirais, assez bien détaillées en section 4 de la circulaire. Ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il faut absolument respecter ces conditions. Elles seront soumises à des justifications relativement strictes. Et si vous ne le faites pas, cette majoration que vous avez obtenue, vous devrez la rembourser. Donc, ça n'est pas une mince affaire. Dia suivante. Merci. Donc, après le taux d'intervention, je passe au calcul du montant de la subvention. Celle-ci va être calculée sur le montant subsidiable de l'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par montant subsidiable? Ce sont évidemment les travaux dits subventionnables au regard des normes physiques et financières qui sont inscrites dans la GCF du 6 février 2014. En ce compris les abords, à concurrence de 10% du montant des travaux, et y compris également les frais généraux et la TVA. Alors, il y a une toute petite distinction à faire au niveau des frais généraux, puisque alors, traditionnellement, dans d'autres programmes, le taux est de 10%. Il pourrait descendre à 8% dans le cas du PIE si l'auteur du projet n'était pas désigné dans le cadre d'un marché public. Donc, il faut être vigilant par rapport à cela. Le montant de la subvention sera calculé au moment du dépôt de la candidature. Donc, il sera important évidemment d'estimer assez justement le montant d'investissement. Mais ça reste toutefois un montant provisoire qui pourra être adapté à l'accord ferme, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, à la baisse, en fonction du résultat d'attribution, ça me paraît assez simple. À la hausse également en fonction du résultat d'attribution, mais avec un maximum de 10%. Et il pourra aussi être revu à la baisse si vous n'avez pas atteint les objectifs liés à la majoration des taux. Alors, comme une petite image vaut mieux qu'un long discours, je vous ai mis un petit exemple d'investissement. Comme ça, vous avez des valeurs un peu concrètes. Donc, on est parti d'un investissement net, c'est toujours plus simple, puisqu'en général, les architectes travaillent de cette manière-là. Un investissement net d'1 million d'euros, auquel viennent s'ajouter les frais généraux et les frais TVA, ce qui vous amène à un montant d'1 166 000. Le subventionnement, donc le taux de 65%, est bien appliqué à ce montant-là. Donc, montant frais compris. Le solde, qui sera le solde à charge du PO et qui pourra émarger à l'emprunt garanti, va lui se calculer de la manière suivante. Donc, de nouveau, comme l'exemple est simple, on part des 350 000 euros, donc les 35% restants sur l'investissement net, auquel on va ajouter la TVA et les frais généraux. Alors, vous voyez qu'il y a une toute petite subtilité puisqu'on est passé de 10% à 11,4%, puisque dans le cadre de l'emprunt garanti,
effectivement, le fonds de garantie permet une majoration des frais généraux à 11,4%. Et puis, on prend toujours une petite marge de sécurité de l'ordre de 15% pour les éventuelles révisions de prix ou autres travaux imprévus, mais auxquels on doit de toute façon faire face. Voilà, donc ça vous donne une idée pour un montant d'investissement d'1 million net de l'emprunt garanti à supporter par le pouvoir organisateur. Alors, une petite remarque tout de même, mon exemple est assez simpliste, mais il est bien entendu que l'emprunt garanti pourra être calculé tout simplement par différence entre le prix à l'adjudication et le subside. Donc ici, c'est un exemple très simple sur base de 350 000 €, mais évidemment, si à l'adjudication, vous avez un montant plus élevé, c'est bien l'entièreté du solde et donc de la différence qui pourra émarger à l'emprunt garanti. Merci Luc. Voilà, alors, au travers de l'exposé de Monsieur Losange, vous avez compris l'importance de soigner le dossier de candidature. Et on vous a précisé que pour ça, vous pouviez vous faire accompagner par les APO bâtiments, hein, les premières lignes, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur le terrain auprès des services diocésains et également les architectes de deuxième ligne, donc ceux du département des infrastructures scolaires. Parallèlement, je dirais, à l'importance de constituer un dossier ad hoc, il va être tout aussi important de vérifier que le PO, je dirais, a les moyens de ses ambitions. Ce qui veut dire qu'il va falloir vérifier la capacité qu'a le PO à faire face aux charges de remboursement supplémentaires induites par ce projet. De nouveau, pour ce faire, vous allez pouvoir être accompagné par les équipes gestion économique, à la fois celles de première ligne, donc les gestionnaires économiques des services diocésains, qui seront en mesure de vous donner un avis éclairé quant à la faisabilité de l'investissement. Hein, le but, c'est de vous donner un feu vert, OK, allez-y, pas de problème, un feu orange, attention, hein, peut-être il faudra faire des choix, ou au contraire, vous n'êtes peut-être pas en mesure du tout de supporter la charge supplémentaire. Ça, ce sera dans un premier temps, hein, pour que vous puissiez introduire un dossier avec, je dirais, un avis éclairé. Et puis, dans un deuxième temps, les économistes du département de gestion économique réaliseront, eux, le dossier d'analyse financière que vous connaissez par ailleurs si vous avez déjà introduit des dossiers dans le cadre d'autres programmes. Et cette analyse financière, elle est présentée aux membres de la commission d'avis. La commission d'avis, c'est un organe interne au CEGEC, donc avec des membres de la fédération du pouvoir organisateur, qui va donner un aval quant à la capacité du PO à prendre en charge financièrement les travaux. Alors, cette commission d'avis, elle est instituée par l'article 2 bis du décret du 5 février 90, hein, et donc c'est bien un avis que l'on rend à la communauté française, donc c'est un engagement moral de notre part sur la capacité du PO à aller jusqu'au bout, je dirais, du projet et surtout du financement du projet. Alors, cette analyse financière, en quoi consiste-t-elle? Quels en sont les objectifs? Quels sont les éléments concrètement analysés? Alors, ce sont bien entendu des éléments financiers qui sont analysés, puisque le but, c'est bien de vérifier la soutenabilité financière quant au remboursement des charges d'emprunt liées évidemment aux investissements supplémentaires, puisqu'évidemment, dans la majorité des cas, vous êtes par ailleurs déjà endetté parce que vous avez déjà entrepris d'autres travaux. Alors pour ce faire, on va travailler sur les comptes annuels publiés en fait par les pouvoirs organisateurs. Donc on travaille sur la situation relative au passé, mais on peut évidemment actualiser d'éléments prospectifs. Donc s'il y a des éléments nouveaux sur le futur, on peut bien évidemment les intégrer à l'analyse. Et on va aussi examiner votre taux d'endettement par les différentes charges relatives aux emprunts en cours et évidemment aux emprunts futurs. Alors,
De quoi a-t-on besoin pour réaliser cette analyse financière complète? On a évidemment besoin de vos comptes annuels et des balances des comptes généraux, donc à savoir le détail finalement de ce que vous publiez dans les comptes annuels, qui sont quand même très synthétiques par rapport aux balances. On a également besoin des tableaux d'amortissement des emprunts en cours, donc les tableaux d'amortissement qui sont fournis par les banques et qui donnent le détail finalement de toutes vos charges de remboursement, pour nous permettre de pouvoir examiner la situation d'endettement du PO. Il nous faudra également le montant de l'investissement du PIE fatalement pour ajouter la charge supplémentaire et toutes les informations, je dirais, utiles et pertinentes qui pourraient influencer l'analyse financière du PO. Alors, ce qu'on cherche évidemment quand on vous demande le montant de l'investissement, c'est le montant le plus juste possible pour qu'on n'ait pas évidemment à donner un avis qui ne serait pas ad hoc par rapport à la situation. Alors, cette analyse financière, elle se présente sous la forme d'un tableau synthétique que Luc va nous montrer tout de suite. Donc, vous voyez qu'effectivement, c'est un tableau synthétique qui reprend les informations des comptes annuels, donc à la fois les comptes de résultats et à la fois les comptes de bilan. Ces informations vont nous permettre de déterminer la capacité moyenne de remboursement du PO. Alors, cette capacité moyenne de remboursement, qui est un nom peut-être un peu barbare, ça n'est rien d'autre finalement qu'une notion qui est assez proche de la notion plus connue de cash flow, mais qui est une notion plus prudente que le cash flow traditionnel. Alors, pourquoi est-ce qu'on est particulièrement prudent? Parce que, évidemment, on s'engage sur des termes qui sont particulièrement longs. On est face à des investissements sur 20, 25, voire 30 ans. Et donc, évidemment, prévoir l'avenir sur un terme aussi long, ça n'est pas simple. Et donc, on prend effectivement quelques précautions. Alors, dans cette analyse financière, qu'est-ce qui nous intéresse plus spécifiquement, pour avoir une petite idée, évidemment, des éléments sur lesquels vous devez être attentif. Alors, ce sont évidemment les subventions de fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'on a une limite de bonne gouvernance qui indique qu'on n'affecte pas plus de 25% de ces subventions de fonctionnement au remboursement des charges d'emprunt. On constate dans les écoles qui ont des difficultés quant au remboursement de leurs emprunts qu'on est allé bien au-delà des 25%. Et dans ce cas-là, on est toujours dans des situations problématiques. Donc, on veille vraiment à ce que vous restiez dans cette enveloppe-là. Mais ce montant-là pourrait diminuer si, en effet, vous disposez de réserves financières. Donc, vous voyez que dans le tableau, il y a un petit passage surligné en vert qui montre, en fait, les placements pour remboursement d'emprunt ou les avoirs financiers. Donc, on va tenir compte par ailleurs du fait que le PO a thésaurisé au fil des dernières années en vue de pouvoir faire face de manière plus légère à ces charges de remboursement. On va aussi aller voir un certain nombre d'autres items, par exemple l'évolution des frais de personnel, puisque dans les écoles, on sait que les charges de personnel qui sont payées sur fonds propres peuvent constituer aussi un handicap dans certains cas. On va aussi aller voir évidemment le taux d'endettement, l'évolution des créances. Donc, il y a toute une série, je dirais, d'indicateurs clés qui sont des indicateurs généraux dans les analyses financières. Ici, je mets le focus vraiment sur ce qui nous intéresse. Pardon. Donc ici, on est face à une capacité de remboursement, vous voyez, de l'ordre de 162 000 € que l'on a déterminé en additionnant au solde d'exploitation les produits financiers et les amortissements sur bâtiment. Cette analyse financière, elle ne suffit pas, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il faut évidemment aussi veiller à ce que votre taux d'endettement ne soit pas trop élevé. Et donc, on va aller générer un tableau de consolidation des emprunts qui figure sur le slide suivant.
dans lequel on reprend vos emprunts en cours. Donc ça, ce sont les fameux tableaux d'amortissement qui sont fournis par vos banques. Les 3 premiers emprunts ici, on voit que ce sont les emprunts actuellement en cours. À côté de ces emprunts-là, on va venir ajouter la charge relative au programme PIE pour vous amener à déterminer la charge totale du PO. Donc là, on voit que la charge totale du PO, elle peut s'élever jusqu'à 119 000, près de 120 000 euros en 2029, donc qui est quand même une charge relativement lourde. Mais si vous avez suivi, dans le slide précédent, je vous ai dit, on va aller voir si vous disposez de moyens financiers pour venir alléger ces charges de remboursement. Et si vous en avez, eh bien, on va pouvoir les prendre en compte pour lisser, pour alléger en fait vos charges de remboursement. Donc ici, la charge, vous voyez, de 118 000, 120 000 certaines années, elle va passer à 52 000 euros sur l'ensemble de la durée du remboursement. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher dans votre réserve, donc dans votre pot, je dirais, votre pot financier, chaque année, un montant qui va venir alléger la charge de remboursement. C'est ce qui vous permet aussi de rester sous la limite des 25%. Donc, vous avez compris, l'idée, c'est de comparer finalement la capacité de remboursement qu'on a pu déterminer dans le tableau précédent à cet apport annuel moyen qui est finalement un reflet de votre capacité d'endettement. Alors, si on veut faire un peu simple, on va passer en revue quelques éléments retenus pour déterminer si effectivement ce PO a la capacité suffisante pour faire face à ce nouveau projet qui s'ajoute. On a une capacité moyenne de l'ordre de 162 000 euros pour un apport annuel moyen de 52 000 euros. Donc là, déjà, on voit effectivement qu'on a de la marge. Bien entendu, ces 52 000 euros, on a pu les obtenir parce qu'on avait une réserve en garantie. On va vérifier aussi qu'on est bien en deçà de la limite de bonne gouvernance des 25% affectés aux subventions, affectés pour le remboursement des charges par rapport aux subventions de fonctionnement. On vérifie en plus que le taux d'endettement est parfaitement contenu et on a eu des échanges très fluides avec le PO, ce qui est toujours aussi très rassurant pour l'équipe des économistes. On a malgré tout quelques points de vigilance. On a une évolution de la population scolaire à la baisse et donc, comme effectivement les écoles sont subventionnées à l'élève, si le nombre d'élèves diminue, les subventions de fonctionnement, par la force des choses, diminueront aussi. Donc, on va quand même essayer d'interroger le PO sur les raisons de cette chute de population scolaire. On a aussi une évolution des charges sur les dernières années qui est un peu supérieure à celle des produits. Donc, ça aussi, ce sera un point de vigilance. On a aussi un montant de créance qui n'est pas mince. Là, on va vérifier que la politique du PO par rapport à ces frais, ces frais facturés aux parents est contenue, et si effectivement il y a des actions qui sont mises en place pour les contenir. Voilà, et d'autres éléments encore, je ne vais pas m'étendre ici sur tous les détails. L'idée, c'est vraiment de vous montrer que les analyses, évidemment, sont sérieuses et on vous invite à les faire le plus tôt possible et en tout cas, dans un premier temps, à passer par les gestionnaires économiques de première ligne pour vous donner les feux verts. Donc, je dirais que les gros indicateurs seront vérifiés par les gestionnaires de première ligne et l'analyse financière plus complète viendra dans un deuxième temps. Mais donc, c'est bien l'ensemble des éléments qui seront analysés et qui nous permettront de rendre un avis objectif par rapport à la capacité de remboursement des PO. Merci beaucoup, Anne, pour ces précisions. Alors, évidemment, je reviens sur ce que tu viens de dire. Il y a, pour accompagner les pouvoirs organisateurs dans cette démarche, les collaborateurs de première ligne, il ne faut pas hésiter à faire appel à leurs services. Je reviendrai en fin de présentation, en fin de webinaire,
sur le petit trombinoscope, entre guillemets, de tous ces collaborateurs de première ligne et de deuxième ligne pour que vous puissiez vous orienter vers les bonnes personnes d'emblée. Maintenant, on va passer au dernier focus. Donc, on a eu un petit focus ou un gros focus méthodologique avec l'intervention de M. Losange. On a eu un focus financier. Il va falloir aussi, dans le cas de la confection du dossier de candidature, prioriser et pour cela vous faire accompagner par des experts. Et ces experts, vous ne pouvez pas les désigner n'importe comment. Donc, il y a des aspects qui sont liés au marché public. Pour en parler, Isabelle Ouéry et Madeleine Deloge de la cellule marché public. Isabelle et Madeleine, même chose, vous me faites un petit signe pour le défilement des DIA. Merci. Merci Luc. Bonjour à tous. Donc après ces présentations extrêmement complètes et pertinentes, voilà, j'ai la tâche avec ma collègue de clôturer la partie présentation du webinaire de ce soir en vous donnant quelques mots sur les marchés publics que vous avez peut-être déjà passés dans le cadre du PIE ou que vous êtes sur le point de passer. Alors, comme vous le savez, les ASBL, en tout cas les écoles sont soumises à la législation marché public déjà depuis 10 ans et les ASBL PO de vos établissements ont donc la qualité de pouvoir adjudicateur dans le cadre des marchés publics qu'ils passent. Alors, s'agissant plus spécifiquement du PIE, vous aurez à minima un marché de services architecture à passer, un marché de travaux et éventuellement un marché d'audit énergétique, puisque, comme M. Losange notamment vous l'a rappelé lors de sa présentation, si jamais vous souhaitez en tout cas, voilà, nous conseillons de toute manière de faire un audit énergétique pour augmenter vos points pour la priorisation donc, de votre dossier pour le PIE. Alors, si on reprend la ligne du temps que Luc Scoden vous a présenté au tout début du webinaire, donc vous reconnaissez ici cette ligne du temps verte avec les 4 stades, il y a en réalité 2 momentum pendant lequel il y aura vraiment ces marchés publics à passer. Tout d'abord, c'est maintenant, donc au stade de la candidature, où vous aurez un marché d'architecture et éventuellement le marché audit énergétique. Et alors, ultérieurement, lorsque vous avez l'accord ferme, ce que nous vous espérons bien évidemment, c'est passer un marché de travaux. Donc, il y a ces 2 momentum. Mais pour ce soir, je vous propose de nous concentrer surtout sur le momentum immédiat, c'est-à-dire le marché architecture, marché de services d'architecture et le marché de services d'audit énergétique. Madine, je ne sais pas si… Ouais, je suis là. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'il en ressort du marché de services d'architecture. Alors, tout d'abord, il va falloir vous poser une question très importante. Est-ce que vous avez déjà un architecte qui est désigné par marché public? Alors, on va voir les 2 possibilités, si oui ou non, vous en avez déjà un. Alors, le premier cas de figure, c'est que vous n'avez pas encore d'architecte du tout. Donc, il va falloir en désigner un. Donc, par une procédure de marché public, comme Isabelle vous l'expliquait. La deuxième question à se poser, c'est le montant des travaux, parce qu'en fonction du montant des travaux, vous allez payer un certain montant d'honoraires d'architecture qui sont liés, et en fonction de ce montant d'architecture, vous allez devoir passer par une certaine procédure. Alors là, la grande question, on essaie de pouvoir rentrer dans les clous de ce PIE qui nous impose des délais assez courts, mais tout en gardant voilà, le plus facilement possible pour vous. Donc, pour tout ce qui est marché supérieur à 1 million, on vous propose de faire une procédure en 2 temps. Alors, tout d'abord, commencer par un cahier de charge qui ne concerne que la complétude du dossier d'éligibilité, et ensuite, dans un deuxième temps, faire un cahier de charge auteur de projet, donc assez classique, en fait, donc de l'esquisse jusqu'à la réception définitive des travaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous propose ça? Parce que si vous faites uniquement l'éligibilité, vous allez pouvoir avoir évidemment un taux d'honoraire beaucoup plus bas et passer par la PNSPP, qui est la procédure négociée sans publication préalable. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
mais c'est une procédure qui, donc, comme son nom l'indique, ne demande pas de publication et donc les règles sont beaucoup plus souples. En fait, vous devez rédiger un cahier spécial des charges, mais ne pas le publier sur la plateforme et surtout, c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas de délai minimum légal de publicité. Donc, vous envoyez votre cahier spécial des charges à plusieurs architectes, ils vous répondent, voilà, c'est assez rapide et souple parce que vous pouvez contacter vous-même minimum 3 architectes, vous pouvez les choisir. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Alors évidemment, le désavantage, c'est qu'il faudra faire 2 marchés, donc un CSC éligibilité et l'autre CSC auteur de projet, avec la potentialité que ce ne soit pas le même architecte qui fasse les 2. Alors nous, on vous a évidemment préparé des modèles de cahier spécial des charges pour les deux parties. Et on a bien évidemment indiqué tout ce qui a trait à la cession des droits d'auteur et de tous les documents concernant la première partie du dossier. Donc, il y aura une certaine continuité entre les deux, mais la possibilité est effectivement que ce ne soit pas la même personne. Voilà, mais ça permet un gain de temps et donc une certaine souplesse dans la suite. Alors, par contre, si vous avez un marché de travaux qui est inférieur à 1 million, alors vous allez pouvoir travailler avec le même architecte parce que vos frais d'architecture vont se situer sous le seuil pour pouvoir encore utiliser la PNSPP. Donc, comme je le disais, même chose que pour le CSC éligibilité, vous allez pouvoir choisir à qui vous envoyez votre CSC, pas de délai pour la réception des offres, donc on peut travailler beaucoup plus rapidement. Voilà, je pense que pour cette partie-là, j'ai tout dit. Alors, donc, on passe au slide suivant. Par contre, si vous avez déjà un architecte qui a été désigné par marché public, il faudra se poser d'autres questions. Alors, il est possible que dans certaines écoles, certains PO, vous ayez déjà fait cette procédure pour le PIE. Donc là, vraiment, tout est en ordre. Vous ne vous posez pas de questions. Vous continuez avec votre architecte, avec les documents que vous avez prévus. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est possible aussi que vous ayez fait un autre projet antérieurement, que ce soit pour le PRR, par exemple, ou un autre subventionnement. Et donc là, il va falloir creuser un petit peu pour voir ce qui change entre votre projet pour lequel vous avez déjà désigné un architecte et votre projet PIE. Alors, si c'est exactement le même projet, exactement les mêmes travaux, tout est exactement pareil, c'est juste le subventionnement qui change en fait, là, vous allez pouvoir faire un avenant qui est assez simple. Tandis que s'il y a quelques modifications, il va falloir se poser la question si ces modifications sont substantielles ou pas. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment très, très grosses et qu'elles changent la nature du marché ou pas? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir faire un avenant ou non. Alors évidemment, si l'objet est différent du PIE, complètement différent, là, ça va être compliqué. Vous allez devoir repasser un tout nouveau marché, donc comme j'expliquais sur le slide précédent. Alors pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas simplement reprendre votre architecte et le faire travailler sur d'autres projets? En règle de marché public, vous avez, donc quand vous lancez votre CSC, vous avez l'objet de votre marché et on ne peut pas, une fois que la personne s'est engagée, l'architecte s'est engagé pour vous accompagner dans ce projet-là, on ne peut pas changer l'objet de marché comme ça. Il y a des règles à respecter. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques des articles à appliquer. Voilà, si vous voulez passer d'un PRR, d'un autre subventionnement au PIE, voilà, il faudra regarder effectivement l'objet de votre marché, s'il change, si les modifications sont substantielles ou pas. Il y a encore 2-3 autres conditions sur lesquelles je n'insiste pas aujourd'hui. Mais voilà, comme ça, vous avez en tête les éléments, les questions à vous poser si vous avez déjà ou non un architecte. Voilà, moi je vais faire un petit focus également sur le marché audit énergétique. Donc le raisonnement en fait va se dérouler de manière similaire par rapport au marché architecture. Donc la question de départ c'est est-ce que j'ai déjà un audit énergétique qui est valide, oui ou non? Alors si c'est le cas, c'est relativement simple. Vous devez tout simplement vérifier le périmètre de l'audit énergétique dont vous disposez. Si elle porte sur toute l'implantation, tant mieux, puisqu'il y a toujours cette question des 10 points pour la priorisation. Si par contre, vous avez un audit qui a été fait il y a quelques années, encore valide, je précise bien, mais qui a été fait il y a quelques années et qui porte sur uniquement quelques bâtiments,
concerné par le PIE ou non. Dans ce cas-là, soit vous restez avec cet audit qui a ce scope qui est limité, et c'est très bien ainsi, soit vous décidez d'étendre, de procéder à un marché audit énergétique complémentaire d'une certaine manière pour couvrir tous les bâtiments de votre implantation scolaire, toujours dans l'objectif d'avoir ces 10 points de priorisation. Alors, si jamais vous n'avez pas d'audit énergétique valide, donc c'est le slide juste suivant, merci beaucoup Luc. Donc, si jamais vous n'avez pas d'audit énergétique valide pour l'instant, la première question à se poser, c'est tout simplement quel est le périmètre souhaité pour votre audit? Alors, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 cas de figure qui ont été envisagés. Je propose de commencer par les 2 extrêmes, c'est-à-dire je sais déjà au moment où je lance mon audit énergétique, je sais déjà que je veux un audit pour toute l'implantation. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement utiliser les CSC, donc les cahiers spéciaux des charges audit énergétique qui se trouvent sur l'extranet à votre disposition, qui par défaut propose ou prévoit un audit qui porte sur l'intégralité de l'implantation, puisque c'est ce que nous recommandons. Il y a également une version, j'insiste sur ce point, mais donc il y a des versions différentes par région, puisque la législation applicable n'est pas la même entre la région Bruxelles-Capitale et la région Wallonne. Donc, si jamais vous allez sur l'extranet et que vous choisissez ces cahiers spéciaux des charges, faites bien attention au choix du modèle que vous prenez. Donc, c'est bien indiqué clairement, mais je me permets d'insister sur ce point. Alors, si à contrario, donc l'autre extrême, vous décidez de faire tout simplement un audit limité uniquement, par exemple, sur le ou les quelques bâtiments qui sont concernés par le PIE, mais donc qui n'est pas l'intégralité de l'implantation. Dans ce cas-là, vous pouvez également utiliser donc le CSC et demander une offre unique, de nouveau en faisant attention, région Wallonne, région Bruxelles-Capitale, et dans ces 2 cas de figure, vous demandez un forfait tout simplement et vous comparez les prix et vous attribuez votre marché. Maintenant, 3e cas de figure, qui est la ligne médiane que j'ai mis ici au milieu du slide, c'est dans l'hypothèse où vous ne savez pas encore si vous voulez un audit qui porte sur l'intégralité de l'implantation ou uniquement sur les bâtiments qui vont être concernés par le PIE. Alors, peut-être que vous ne le savez pas parce que tout simplement, vous ne savez pas encore quels sont les bâtiments qui vont être concernés par le PIE, ou alors peut-être que vous ne savez pas encore parce que tout simplement, vous vous demandez quel va être le prix demandé par l'auditeur et que donc vous voulez en tout cas vous prononcer une fois que vous avez ces informations-là. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez également la possibilité de demander dans votre cahier spécial des charges 2 offres de prix. Donc, c'est en fait 2 prix forfaitaires qu'on va demander. Une pour couvrir l'intégralité de l'implantation et l'autre pour les quelques bâtiments. Et une fois que vous avez ouvert vos offres, vous pouvez, en fonction de l'analyse donc de ces offres que vous aurez ouvertes, décider ou vous positionner par rapport au périmètre que vous avez choisi pour cet audit. Et à ce moment-là, vous allez tout simplement contacter les auditeurs que vous aurez invités pour remettre offre, en leur demandant de confirmer donc quel est leur prix ou leur offre par rapport au scope, donc par rapport au périmètre sur lequel vous vous êtes arrêté. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez donc attribuer votre marché auditeur énergétique. Alors, par rapport à l'audit énergétique, bien évidemment, il y a cette possibilité de subvention, soit de subvention UREBA pour la région Wallonne, soit de la subvention Rénolution pour la région Bruxelles-Capitale. Les modèles de cahier spécial des charges que nous avons prévus sont parfaitement compatibles avec ces subventions, c'est-à-dire qu'elles respectent non seulement la législation régionale, la réglementation régionale, mais par ailleurs, elles vous assurent de pouvoir bénéficier de ces subventions UREBA ou Rénolution. Cependant, nous avons également prévu, en ce qui concerne la région Wallonne, un CSC, donc un cahier spécial des charges supplémentaires, qui se concentre uniquement sur l'annexe 2, c'est-à-dire qui prévoit, donc c'est en fait un cahier spécial des charges qui est dédié au PO
qui se trouve en région wallonne et qui ne souhaite pas concourir à la subvention UREBA. Alors, ben voilà, Luc, je ne sais pas si… Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est un petit récapitulatif qu'on vous avait déjà montré au début hein, avec les quatre étapes. Alors vous voyez les lignes rouges en dessous, ça représente les différents marchés que vous allez devoir passer. Donc la petite batterie, c'est le marché d'audit énergétique dont Isabelle vient de vous parler. Ça c'est vraiment au stade de la candidature maintenant. Et puis l'architecte en aura besoin pour faire le reste du dossier. Et donc, la petite équerre, c'est voilà, les marchés d'architecture, soit en 2 fois, donc d'abord un marché pour le dossier d'éligibilité et ensuite pour l'esquisse et les travaux jusqu'à la réception définitive, soit en un coup, en dessous, donc une seule barre. Ça dépend évidemment du montant de vos travaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et alors, le marché de travaux qui arrivera plus tard. On n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais on aura le temps d'y revenir une prochaine fois au moment où il faudra les lancer. Voilà. En tout cas, tous les documents dont on vous a parlé sont disponibles sur l'extranet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci beaucoup Isabelle et Madeleine. Il est temps de faire un petit point sur les questions-réponses. Alors, comme je vous ai expliqué en début de séance, je vais me permettre d'agréger les questions pour leur donner aussi une formulation générique, de sorte qu'elles puissent intéresser tout le monde. Je propose qu'on ne revienne pas sur des questions qui finalement ont déjà trouvé une réponse dans le cadre de cette présentation. Si on ne sait pas par ailleurs répondre à certaines questions aujourd'hui, on le fera ultérieurement dans le cadre de la fac. Monsieur Losange, je pense qu'il serait intéressant de repréciser certaines notions générales en termes de confection du dossier. Donc, on demande notamment, est-ce qu'on peut introduire plusieurs candidatures pour une même école? Est-ce qu'on peut candidater plusieurs fois? Ce serait peut-être intéressant de reclarifier ces modalités et peut-être aussi rappeler que les conditions d'accès aux subventions sont les mêmes qu'habituellement, c'est-à-dire en termes de droits réels, de passage en SPAPS, etc. Monsieur Losange, je vous donne la parole. Donc, il est tout à fait possible de candidater sur plusieurs bâtiments de la même implantation, plusieurs bâtiments du même PO. Donc, il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Ce sera une liste unique, un classement unique. Il faut juste faire attention de ne pas se faire concurrence à soi-même. Donc, comme je vous l'ai montré dans les différents cas, une implantation scolaire peut être divisée en plusieurs bâtiments. Chaque bâtiment peut faire l'objet d'une candidature de manière séparée. Donc, il est possible de les regrouper, mais le décret et la définition de bâtiment permet d'isoler une partie, de distinguer, je ne veux pas utiliser le terme isolé parce qu'on va le confondre, de distinguer une partie de l'ensemble bâti et donc de déposer une candidature pour un seul bâtiment. En fonction de la stratégie à adopter sur l'implantation et de la taille de l'implantation, il est possible que plusieurs bâtiments soient conformes aux conditions d'éligibilité ou en tout cas qu'il soit opportun de déposer une candidature pour plusieurs bâtiments parce que distinctement, chacun des bâtiments permet d'obtenir un score de priorisation qui est plus avantageux que si on avait considéré l'ensemble des bâtiments sur une seule candidature. Donc, c'est la fameuse règle des 50% de surface affectée par les problèmes constatés qui vont faire que au plus le bâtiment sera grand, au plus il sera difficile d'atteindre en fait ces 50%. Par contre, si on travaille sur des bâtiments plus petits, ce sera plus facile et donc les scores de priorisation vont pouvoir être vus à la hausse. Donc ça, c'est vraiment, on vous invite vraiment à tester chacune des configurations et chacun des bâtiments dans l'outil de valorisation parce que c'est vraiment ça qui va faire la stratégie du dépôt de la candidature. Mais donc, il est possible de déposer plusieurs candidatures pour une même implantation dans les limites. Donc, rénover un bâtiment, éventuellement l'étendre et démolir un autre ou démolir un bâtiment et le reconstruire simplement, mais alors sans rénovation. Donc, ça, c'est clair. Au niveau du droit réel, ce sont les mêmes conditions qu'habituellement. Donc, c'est le décret de 90 qui s'applique. Donc, il faut un droit réel qui soit en pleine propriété, en SPAPS, en bail amphithéotique.
ce sont les mêmes règles qui s'appliquent comme tous les autres subsides. Alors, Monsieur Losange, encore une autre question, à mon avis, fort importante. Elle porte sur l'articulation du dossier PIE avec d'autres mécanismes. Et donc, est-ce qu'on peut passer d'un PRR à un PIE? À quelles conditions? Comment est-ce qu'on peut articuler le PIE avec un PPT? Comment est-ce qu'on peut passer d'un PPT pour en faire un PIE en parallèle? Et s'agissant de l'UREBA, en particulier l'UREBA 2022, est-ce qu'on peut obtenir une subvention via le PIE pour couvrir les parties qui ne sont pas couvertes par l'UREBA? Donc, c'est la question de la complémentarité entre les dispositifs et comment on peut utiliser éventuellement des dossiers déjà confectionnés dans le cadre de ces mécanismes, PPT, PRR, UREBA, pour fabriquer son dossier de candidature au PIE. OK. Alors, il y a une exclusion importante, elle concerne le PRR. Et donc, un dossier qui aujourd'hui est éligible au PRR, s'il veut candidater au PIE, il devra abandonner son éligibilité PRR avant de candidater au PIE. Donc ça, c'est vraiment un principe de base hyper important. On sait que le PRR peut nécessiter un abandon, mais on ne peut pas envisager de l'abandonner et lancer une candidature au PIE en attendant ce que ça va donner. Non. Le PRR est une subvention européenne qui est prise en charge par la fédération, mais c'est une subvention européenne qui a des critères particuliers. La fédération s'est engagée auprès de l'Europe par rapport à tous ces dossiers-là. Donc, eux doivent soit poursuivre leur parcours PRR, soit être abandonnés. On ne peut pas se permettre de jouer sur les deux fronts avec ces dossiers-là. Par rapport au PPT, on sait que tous ceux qui ne sont pas encore éligibles risquent de ne jamais l'être, parce que le PPT va sur la fin en attendant la réforme des fonds. Donc, tous ceux qui sont en attente d'éligibilité, eux, évidemment, ils peuvent rentrer dans un PIE. Ça nécessitera quelques adaptations parce que on sait que dans les PPT, il y a des travaux d'isolation et des travaux techniques, il y a tout ça, mais il faut sans doute les revoir pour en faire une version un petit peu plus globale. Mais globalement, on va pouvoir faire passer un PPT dans un PIE sans trop de soucis. Si le PPT est éligible, donc il figure sur une liste, mais qui n'a pas encore été notifié, alors il peut sortir du dispositif de PPT pour être déposé au PIE. Donc on pourrait déposer une candidature qui est aujourd'hui sur une liste éligible, la déposer au PIE parce que le PIE propose par exemple une subvention plus intéressante ou parce qu'elle ouvre un champ plus large que le PPT. Donc on peut imaginer ça et ça on peut le faire en parallèle. Et donc, le dossier peut rester sur la liste éligible et parallèlement être déposé en candidature au PIE. Évidemment, si le PIE sort et donc que vous êtes lauréat et éligible au PIE, ça emportera automatiquement l'abandon du PPT. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Si maintenant le PPT est notifié, alors là, ça commence à devenir un peu problématique parce que là, la subvention PPT est engagée. Et donc là, on vous incite à poursuivre cette voie-là et ne pas remettre en question quelque chose pour lequel vous avez déjà un marché de travaux, une notification, un engagement budgétaire. On vous incite à poursuivre votre voie jusqu'au bout. Évidemment, il y a toujours moyen d'abandonner une subvention, mais c'est jouer un pari qui nous paraît un peu trop risqué parce que vous seriez déjà avec une subvention en main et vous prendriez le risque d'aller chercher une seconde sous un autre mécanisme. Donc là, on vous incite à poursuivre le processus. Au niveau de la création de places, en général, c'est de l'extension de surface ou de la reconfiguration de bâtiments. Donc, ce serait plutôt des subsides complémentaires au PIE et qui ne posent pas trop de problèmes. Maintenant, il y a la question de savoir est-ce que vous restez dans le dossier création de places plus un PIE ou alors vous intégrez une création de place au PIE en remplacement d'une éligibilité création de place qui serait existante. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Rien n'est impossible à ce niveau-là. C'est vraiment à voir. Donc ça, je vous invite à rapporter ces dossiers-là dans les services régionaux pour l'analyser avec l'administration et voir en termes de subsidiation
si c'est vraiment opportun, quel est le risque et de voir comment ça peut avancer. Rappelez-vous toujours que quand vous avez une subvention qui est déjà ferme, ou en tout cas pour laquelle vous avez déjà un accord au moins de principe, celle-là, vous l'avez. Au PIE, on sait qu'il y a un bel engouement, on s'attend à avoir beaucoup de candidatures, et donc il y a quand même un risque. Donc ne montez pas tous vos dossiers en disant dès le départ que vous allez abandonner une subvention qui est déjà acquise, parce que vous n'avez aucune garantie sur celle qui pourrait arriver au PIE. Donc prenez garde quand même dans les montages. Et alors, enfin, on a l'UREBA, et l'UREBA exceptionnel, c'est particulier, donc ça c'est une subvention qui est octroyée par la région wallonne, donc pas par la communauté française, donc on ne connaît pas leur processus exact, mais on sait qu'elle est souvent combinée à nos subsides communauté française. Il faut savoir que l'UREBA exceptionnel 2022, en tous les cas, et normalement ceux qui vont arriver, interdisent le cumul de subventions. Donc la région wallonne a interdit d'aller compléter leur subvention au moyen d'une autre subvention telle que celle qu'on peut offrir au PIE. Donc l'exclusion, elle est plutôt dans le chef de la région wallonne. Par contre, nous, on ne l'exclut pas, mais le processus d'octroi des subsides chez nous et la région wallonne ne sont pas compatibles, à savoir que nous, on donne une subvention a priori sur base de l'estimation et on la plafonne à ce stade-là, que la région wallonne, elle calcule définitivement la subvention sur base du décompte final. Et donc, en fait, on ne sait jamais, nous, quand on octroie la subvention, quelle sera la subvention exacte, finale, de la région wallonne. Et donc, on doit considérer la subvention communauté française indépendamment de celle que vous pourriez avoir à l'UREBA. Alors qu'on sait que l'UREBA exceptionnel, pour l'UREBA exceptionnel, la région wallonne octroie 35%, je pense, enfin en tout cas un gros tiers de la subvention en cash dès le moment où on est éligible. Et donc, vous avez déjà perçu l'argent. Donc, ces combinaisons-là sont possibles, mais elles sont loin d'être évidentes dans la pratique. Donc, il faut vraiment se méfier. À nouveau, voyez avec nos services régionaux, avec les accompagnateurs chez vous, pour être certain que les dossiers sont financièrement au point par rapport au montage des différents subsides. Merci, Monsieur Losange. Donc, effectivement, il y a quand même toute une réflexion stratégique à mener, que ce soit pour déterminer les bâtiments qu'on va valoriser, mais aussi pour faire le choix d'un mécanisme de financement. Et donc, comme vous le rappelez fort opportunément, il y a évidemment des accompagnateurs de PO qui peuvent assister les pouvoirs organisateurs dans cette réflexion et en bonne intelligence avec vos services. Quelques petites questions de précision. Différence entre la notion de collaboration infrastructurelle et de mutualisation de l'espace. Alors, la mutualisation, en fait, ce sera une activité non scolaire qui est exercée dans les bâtiments scolaires, en dehors de l'horaire classique. Et donc, ça veut dire qu'on optimise en fait le bâtiment en élargissant la durée d'occupation des bâtiments. Donc, clairement, c'est de l'occupation après les horaires scolaires, les week-ends, voilà. Tout ça, c'est de la mutualisation. La collaboration infrastructurelle, elle est inter-PO. Et donc, ça veut dire qu'on partage un même bâtiment construit par un des PO et on le partage à plusieurs PO. Et donc, ça va être une collaboration. Par exemple, le cas typique, c'est une salle de sport. On va construire une salle de sport qu'on va partager entre les PO et donc plusieurs implantations scolaires. Mais on va se mettre à plusieurs PO pour pouvoir offrir l'infrastructure. Alors, une toute dernière question qui concerne l'audit énergétique. Est-ce qu'il y a une durée maximale, une durée de validité à un audit énergétique? Il n'y a pas vraiment de durée de validité parce qu'on ne demande pas un agrément spécifique à l'audit. On sait que les audits à Mur ou UREBA pour la région wallonne, que je connais mieux, eux ont des durées de validité, mais on ne demande pas ces agréments spécifiques. Ce qu'on demande, c'est qu'ils soient à jour. Ça veut dire que ce qui est écrit dans l'audit et les données qui y sont transcrites sont les données actuelles du bâtiment. Et donc, si des travaux de rénovation ont été faits depuis le dernier audit, il faut que cet audit soit mis à jour. Il ne faut pas forcément un nouvel audit, mais il faut que l'auditeur repasse sur l'audit pour corriger les données et donner une situation telle qu'elle est actuellement.
Merci beaucoup, Monsieur Losange. Eh bien, je propose qu'on en reste là pour la salve de questions et de réponses. Pour le surplus, je vous ai dit, vous trouverez, on a bien pris note de toutes les questions, vous trouverez les informations dans une FAQ et tout ça sera rendu accessible dans notre extranet. Alors, oui, si je peux me permettre une petite précision pour revenir 2 secondes sur l'UREBA, c'est que j'ai vu passer dans la discussion les 35% et les 65% de rénovation de parois, c'est évidemment l'isolation, plus la résolution des problèmes constatés, mais c'est évidemment l'isolation. Et les travaux qui seraient considérés par l'UREBA ne sont pas financés par le PI et donc ne peuvent pas forcément être pris en compte. En tout cas, parce qu'elles ne sont pas encore réalisées. Et donc, on ne peut pas imaginer prendre en compte la rénovation de ces parois. Donc, imaginons que l'UREBA paye l'isolation de la toiture et que ce n'est pas encore réalisé. Donc, c'est à réaliser l'année prochaine, par exemple. Et donc, concomitamment avec le projet PIE, eh bien, on ne peut pas le valoriser. Ce qu'on peut valoriser, c'est ce qui va être réalisé par le PIE et ce qui est déjà réalisé comme isolation des parois depuis 2010. Mais ce qui va être réalisé au moyen d'autres subventions ou dans le futur ne peut pas être pris en compte. Voilà, c'était juste la petite précision parce que j'avais passé la question. Précision fort importante. Merci beaucoup, Monsieur Losange. On va se quitter par un petit point sur qui sont les accompagnateurs à votre disposition dans les CODIEC. Sachez que cette équipe que je vais vous présenter va être renforcée prochainement, donc il y aura plus d'accompagnateurs dans votre, entre guillemets, écosystème pour vous aider à confectionner votre dossier. Alors, les accompagnateurs des PO en matière de bâtiments scolaires, pour le Hainaut, c'est M. Joël Vanès. Pour le CODIEC de Bruxelles-Brabant Wallon, c'est M. Antoine Vaz. Pour le CODIEC de Liège, pardon, M. Vincent Lambert. Et pour Namur-Luxembourg, M. Jean-Marie Gabriel. Certains CODIEC ont des renforts locaux. Donc, dans le Hainaut, c'est M. Vercouter. Et à Bruxelles-Brabant Wallon, M. Laurent Demeyer. Alors, vous avez aussi, on en a parlé, en première ligne, des gestionnaires économiques et financiers qui peuvent vous aider à mener une analyse financière, on va dire dans une logique de réflexion sur vos capacités d'investissement. Alors, il y a une question qui portait sur les outils. Il y a bien sûr des outils qui peuvent permettre de faire ça, mais la difficulté, ce n'est pas que compléter les tableaux, c'est pouvoir les analyser correctement. Donc, pour vous aider à faire ça, il y a dans le CODIEC du Hainaut, Madame Céline Mancy, à Bruxelles-Brabant Wallon, Monsieur Olivier Vlieg, dans le CODIEC de Liège, Madame Mélanie Rullen, et à Namur-Luxembourg, Monsieur Frédéric Hanard. Vous avez les coordonnées de ces collaborateurs de première ligne qui sont sur la DIA. Bien sûr, le diaporama va être disposé directement dans l'extranet et vous aurez accès aux coordonnées de toutes ces personnes. Alors, vous avez en deuxième ligne, là on est plus sur des métiers de conseil plutôt que d'accompagnement, des architectes dans le département des infrastructures scolaires qui peuvent répondre à des questions plus techniques et plus pointues. Vous les connaissez sans doute déjà. Monsieur Guy Laténiste, Madame Sophie Scarcès, Madame Yukiko Van Wessen et Madame Marie Van der Meulen. J'attire l'attention sur Madame Van Wessen qui est également en responsabilité de notre cellule énergie. Vous avez aussi dans notre département des personnes qui contribuent au monitoring de la confection de votre dossier. C'est la collègue du secrétariat, Madame Angélique Duret, et moi-même, donc Lux Collen, qui dirige le département des infrastructures. Vous avez en deuxième ligne les deux collègues qui sont intervenus sur les questions de marché public, donc Madame Isabelle Ouéry et Madame Madeleine Deloge, qui peuvent répondre à vos questions pour tout ce qui relève des marchés de services au stade de la confection du dossier de candidature. Bon, je fais un petit focus sur le fait que vous avez des modèles qui vous sont proposés dans l'extranet avec un mode d'emploi
assez précis pour faire le choix parmi ces modèles. Si vous avez des doutes, vous pouvez évidemment vous adresser à la cellule marché public. Quand vous utilisez l'un de ces modèles, le service mène une relecture de la partie que vous avez dû compléter. Si un pouvoir organisateur fait le choix de réécrire complètement un cahier de charges, c'est évidemment son droit, mais là, nous, on prend le parti de ne pas tout relire, parce que alors on ne pourrait pas offrir la même qualité de service à tout le monde. On doit pouvoir être disponible pour tous les pouvoirs organisateurs. Alors, vous avez, outre tous ces moyens humains d'accompagnement et de conseil, un périmètre dédié dans l'extranet. Vous avez différents niveaux à ce périmètre. Évidemment, vous allez maintenant consulter la présentation générale et ce qui relève du dossier de candidature, ainsi que ce qui relève de la partie marché public, et vous pourrez revisionner également les capsules comme celle d'aujourd'hui qui sera déposée dans cet extranet. Vous avez des documents pour vous aider à confectionner le dossier de candidature. Alors, certains de ces documents sont des documents officiels, hein. J'ai signalé tout à l'heure que la circulaire était bien faite. Nous avons aussi des outils qui peuvent vous permettre de calculer les normes physiques et financières. Vous avez également des tutoriels qui vous aident à faire une série de démarches. Le principe est qu'on ne va pas multiplier les outils et les tutos inutilement. Donc, nous agissons en complémentarité avec ce qui existe déjà. Donc, il y a une circulaire qui est bien faite. On ne va pas produire de notes supplémentaires. Par contre, vous trouverez donc l'enregistrement de ce webinaire. Alors ça, c'est évidemment plus pour les pouvoirs organisateurs. Pour les architectes, il y a un support qui sera dédié dans une équipe Teams. Alors, j'ai déjà inscrit les architectes qui m'ont été renseignés par les pouvoirs organisateurs. Dans le cadre de l'organisation de ce webinaire, j'avais invité les participants à compléter un petit formulaire et parmi les questions, il y avait une demande, une question qui portait sur le nom et l'adresse mail de l'architecte ou des architectes dédiés. Donc, si vous n'avez pas déjà communiqué ces informations, faites-le, parce qu'alors je peux inscrire les architectes à l'équipe Teams et ça permettra de tenir un forum de questions-réponses. C'est une manière, on va dire, collective de pouvoir aussi vite que possible gérer les questions ou les problèmes qui se posent. C'est aussi, via l'onglet fichiers, une façon de mettre à disposition des architectes les documents, les outils qui vont leur être utiles, sinon nécessaires, sans qu'ils doivent passer par l'extranet et donc avec les problèmes d'accès qui peuvent se poser, que vous connaissez. Donc, sachez que M. Losange et d'autres collaborateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles pourront également être membres de l'équipe pour répondre à des questions le cas échéant, ainsi que le facilitateur énergie pour les bâtiments tertiaires de la région wallonne, M. Terrasse. Voilà, donc des outils pour les PO, des outils pour les architectes. Je pense qu'avec ça, vous pouvez vous lancer, si ce n'est déjà fait. Je sais que beaucoup de PO ont déjà commencé à confectionner leur dossier de candidature. Je vous souhaite bonne chance en vous rappelant que nous sommes évidemment à votre disposition. J'espère que ceci vous aura été utile. Je remercie encore vraiment très chaleureusement M. Losange et toute son équipe pour sa disponibilité et la grande qualité de ses interventions ainsi que de ses outils. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt, j'espère.